Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Le président de la République prêtera serment le 14 décembre sur la Constitution ivoirienne. Pour l'occasion, la Constitution ivoirienne revêt des habits neufs, habillage, mise en page et couverture. Un nouveau format bien pensé par des expertises ivoiriennes. Des explications dans ce journal avec Gabriel Zali. Du côté du Sénat, le budget 2021 de 13 ministères adopté pour la troisième journée. Ils sont au total 13 ministres et secrétaires d'État qui ont exposé. Tous ont eu à l'unanimité le quitus de la commission. Tous étaient à Yamoussoukro pour satisfaire l'exercice. Et puis il avance tout doucement et la silhouette de sa trajectoire est perceptible. À la date du 10 décembre 2020, le prolongement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Thiébissou est réalisé à 70%. Avec les premières couches de bitume, un taux de réalisation constaté par la Géroute. L'entreprise en charge des travaux semble tenir dans la fourchette de ses engagements. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous et parlons justement d'engagement. Le lundi 14 décembre prochain, Alassane Ouattara, le président élu à l'issue du scrutin du 31 octobre 2020, prêtera serment devant le Conseil constitutionnel. Il prendra ainsi l'engagement devant la nation, devant le Conseil constitutionnel, de servir le peuple qu'il a élu dans le strict respect de ses nouvelles attributions. La prestation de serment, le sens d'une cérémonie solennelle. La prestation de serment devant le Conseil constitutionnel. C'était il y a 5 ans. Nous étions en 2015 et Alassane Ouattara prenait l'engagement devant le Conseil constitutionnel et la nation ivoirienne de remplir sa fonction de chef de l'État dans l'intérêt supérieur de la nation. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Bien plus que des mots, la force de l'engagement manifeste pour tout candidat qui sort victorieux de l'élection présidentielle et qui a désormais la lourde charge de conduire les destinées de la nation, protéger les droits et libertés des citoyens, remplir consciencieusement les devoirs à sa charge, avec une phrase qui boucle la boucle. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Une forme d'épée de Damoclès qui pèse sur ce serment, comme pour rappeler aux nouveaux pensionnaires du palais présidentiel que les responsabilités liées à l'exercice de sa fonction ne seront pas sans conséquences s'il venait à faillir. La prestation de serment, définie comme une promesse avant l'accomplissement d'un acte, marque l'engagement de celui qui s'y prête à se dépouiller de ses propres intérêts pour se mettre au service de ceux qui ont porté en lui leur confiance. L'incontournable exercice, régi par la disposition de l'article 39 de la Constitution ivoirienne, est l'un des saints sacrements de la République qui consacre la légitimité du nouveau chef de l'État. Une prestation de serment, mesdames et messieurs, qui se fera cette fois sur la Constitution ivoirienne. La modalité de la prestation de serment du président de la République a été introduite dans la Constitution de 2016. Et pour l'occasion, la Constitution qui devient de fait l'élément central de la cérémonie s'est revêtue de nouveaux habits, nous le disions dans les titres. L'habillage, la mise en page, la couverture, un nouveau format bien pensé par des expertises ivoiriennes. Des explications dans ce reportage de Gabriel Zani qui revient aussi sur l'histoire de la prestation de serment du président de la République en Côte d'Ivoire. Il convient désormais d'appeler cet ouvrage la Constitution présidentielle, car sur lui sera posée la main gauche du président élu pendant que sa main droite sera levée lorsqu'il lira le serment le lundi 14 décembre. Ces nouveaux habits, la Constitution du 8 novembre 2016 les doit au Conseil constitutionnel. Voici les constitutions avec lesquelles nous travaillons habituellement. Compte tenu de l'importance de la cérémonie et du prestige même de la fonction présidentielle, il est apparu nécessaire aux yeux du Conseil constitutionnel de faire éditer une constitution à la hauteur de l'événement et qui servirait à la prestation de serment du président de la République. À tout seigneur, tout honneur donc,
La prestation de serment du président de la République doit conserver son prestige et la forme de la loi fondamentale doit aller avec. Ceci est une première dans l'histoire de la prestation de serment du président de la République en Côte d'Ivoire. La prestation de serment du président de la République est intervenue en Côte d'Ivoire à partir de la constitution de la Deuxième République, c'est-à-dire la constitution du 1er août 2000. C'est cette constitution qui a indiqué qu'avant d'entrer en fonction, le président de la République élu doit prêter serment devant le Conseil constitutionnel. C'est ainsi que le président Laurent Gbagbo a prêté serment et le président Ouattara également a prêté serment. Mais cette constitution de la Deuxième République n'indiquait pas la forme de la prestation de serment du président de la République. C'est la constitution de 8 novembre 2016 qui a donné une forme à la prestation de serment du président de la République en précisant que le président de la République élu prête serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. Si l'histoire de la prestation de serment du président de la République a traversé le temps, celle de ce nouveau format de la Constitution date seulement de quelques semaines. Reproduction intégrale des textes au caractère bien gravé, originalité introduite pour faciliter la lecture, arceaux dorés, coffret cuit, couleur rouge, le tout sous forme de classeur. C'est le produit d'entreprises locales ivoiriennes. Pour le marquage de l'or, une autre expertise nationale a été sollicitée. C'est dans cet atelier de bijouterie que les nouveaux habits de la Constitution de 2016 ont été conçus. Il n'a pas été vraiment facile parce que c'est un travail de conception. Il fallait vraiment aller étape par étape, passer d'abord à la résine, une maquette en caoutchouc, après les impressions 3D, ensuite il y a eu la coulée. On a déjà procédé à un désassemblage même de ce que vous voyez là. On l'a mis en 3 morceaux pour pouvoir effectivement le nettoyer correctement et puis procéder vraiment à l'assemblage après via la soudure au laser. La mention, la Constitution réalisée au laser sur une plaque d'or. La Constitution séparée d'or. Nous ne travaillons que l'or ici. C'est fait vraiment en or pur 18 carats. Que ce soit l'armoirie, que ce soit les écritures, tout a été vraiment fait en or, quoi. Avec cet ouvrage prestigieux, la Constitution devient l'élément central de la première prestation de serment du président élu de la Troisième République. Ce sera la Constitution des présidents de la République. Sous d'autres cieux, on voit que c'est la Bible qui sert à recevoir le serment, ou bien c'est le Coran. Mais chez nous, un État laïque, nous avons décidé de faire une constitution un peu particulière qui servira à recevoir le serment du président de la République. Mais c'est exactement la même constitution que celle que tout le monde connaît et qui nous sert d'instrument de travail. D'ailleurs, même pour être sûr que c'est sur la constitution que le président de la République a prêté serment, nous avons pris la précaution de ranger à la fin le journal officiel dans lequel la Constitution a été officiellement publiée et promulguée. De telle sorte que si dans la réédition du format spécial, il manque quelque part une virgule, la présence du journal officiel compense cette lacune. Alassane Ouattara, le président élu, lira cet écriteau spécialement conçu pour la circonstance. Il sera tenu par un huissier. Le secrétaire général du Conseil constitutionnel fera office de greffier en chef. C'est lui qui signera le procès verbal avec le président du Conseil constitutionnel de l'audience de la prestation de serment du président de la République. Il aura la charge de ranger la Constitution désormais présidentielle qui sortira chaque 5 ans pour recevoir le serment d'un nouveau président de la République. La Constitution pour la prestation de serment du président de la République n'est pas la seule à se revêtir de vêtements distingués. Cet autre format de la Constitution aussi a reçu des habits un peu moins somptueux. Ce format est réservé à tous ceux qui prêtent serment sur la Constitution, mais qui ne sont pas présidents de la République. Voilà, et une chose qu'il convient de savoir, mesdames et messieurs, sur le sujet, c'est que selon le président du Conseil constitutionnel, la prestation de serment du président de la République n'est pas une investiture, elle est une audience publique tenue devant les juges.
Et on change de sujet pour parler cette fois du budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire qui continue d'être examiné par les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Pour la 3e journée, ils sont au total 13 ministres et secrétaires d'État qui ont exposé. Tous ont eu à l'unanimité le quitus de la Commission. C'est ce que nous dit Kader Sogodoko. Pour cette 3e journée consacrée à l'examen du budget 2021, le balai ministériel continue au Sénat. La Commission des affaires économiques et financières est à la manœuvre. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, 20 milliards 168 millions de francs CFA. Les eaux et forêts, 36 milliards. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, 157 milliards 781 millions. Pour 2021, les défis sont connus. Les Ivoiriens sont invités donc pour l'année 2021 à accompagner les efforts du gouvernement et à s'engager pour un pays propre à travers nos initiatives communautaires, à travers le changement de comportement pour inverser la tendance. Beaucoup a déjà été réalisé à cette date, beaucoup reste à faire et 2021 sera donc le point de départ pour renforcer et améliorer ce qui aura déjà été réalisé. Le ministère du Tourisme et des Loisirs, 11 milliards 254 millions. Le ministère des Sports, 111 milliards 862 millions. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, 14 milliards 814 millions. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, 12 milliards 36 millions. Le ministère de la Communication et des Médias, 32 milliards 786 millions. Le secrétariat d'État chargé du service civique, 2 milliards 580 millions. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, 595 milliards 247 millions. De belles routes en perspective. Sur ces 595 milliards, il y a la moitié qui vient du budget de l'État et la moitié qui vient des bailleurs de fonds. Donc je voudrais profiter de votre micro pour dire merci à l'ensemble des bailleurs de fonds qui accompagnent donc le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme d'entretien routier et de construction de routes neuves. L'adoption de notre budget qui nous permettra à son application de pouvoir compléter ou adresser tous les challenges qui concernent le secteur de la communication et des médias. Et aujourd'hui, vous le constatez, c'est un secteur qui est très dynamique, que ce soit sous l'angle de l'audiovisuel avec la floraison des différentes chaînes de la TNT qui permettent l'expression démocratique libre, désormais dans des tonalités tout à fait différentes. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, 43 milliards 815 millions. Le secrétariat d'État chargé du logement social, 21 milliards 800 millions. Et enfin, le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, 268 milliards 748 millions. Sur la période 2019-2020, ce sont déjà, à fin octobre 2020, 416 000 familles qui ont bénéficié du PEPT. Dans le cadre de ce budget 2021, nous allons poursuivre dans cette lancée et faire en sorte qu'au moins 200 000 familles par an additionnelles aient encore accès au PEPT. Veiller à ce que les populations ivoiriennes puissent avoir accès à une énergie en quantité suffisante, de qualité et à moindre coût. Depuis 2018 à aujourd'hui, nous avons déjà 5 centres de services civiques qui sont ouverts et nous projetons ouvrir encore 5 autres centres de services civiques pour prendre en compte les jeunes qui sont en situation de vulnérabilité et qui aujourd'hui vont bénéficier de cette seconde chance pour pouvoir intégrer la vie sociale. Ces budgets prennent en compte les salaires, les investissements, les biens et services. À présent, le 3e titre de ce journal. Il avance tout doucement et la silhouette de sa trajectoire est perceptible. À la date du 10 décembre 2020, le prolongement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Thiébissou est réalisé à 70% avec les premières couches de bitume. Un taux de réalisation constaté par l'AGEROUTE hier vendredi 11 décembre 2020. C'était lors d'une visite de chantier pour surtout apprécier l'état d'avancement et la qualité des équipements routiers construits dans la capitale politique. Cette visite de chantier de la voirie réhabilitée de Yamoussoukro fait suite au dernier conseil d'administration de l'Agence de gestion des routes. Témoin de ce constat, Léon Brou. Prolongement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Thiébissou. Les ouvrages d'art et les couches de fondation entièrement réalisés le long des 37 km avec par endroit la première couche de bitume. Plus de 70%, le taux global de réalisation des travaux, s'en félicite l'AGEROUTE venu s'assurer
de la qualité des dits travaux et de l'aptitude de l'entreprise à tenir les nouveaux délais de livraison de l'équipement. 70% des réalisations, je pense que c'est un bon score déjà. La société, bravo, mais nous l'encourageons quand même à continuer parce que nous avons besoin de cette route. C'est vrai que nous avons eu quelques difficultés avec l'entreprise qui n'était pas outillée pour aller à la cadence souhaitée. Et avec l'appui multiforme que nous avons apporté, les différentes couches ont été mises en place avec les épaisseurs conséquentes. Donc, d'ici la fin de l'année 2021, vous aurez l'autoroute jusqu'à Boaké. Cet espoir, au regard de la place de l'autoroute dans le transport et les échanges commerciaux, mais aussi pour l'importance de l'investissement sur le tronçon Yamoussoukro-Tébisu, environ 80 milliards contre 33 milliards de francs CFA pour renforcer et réhabiliter la voirie urbaine de Yamoussoukro. Les 50 km de route neuve issus de cette première phase du projet ont été aussi visités. Cette année, on a réceptionné plus de 138 km de route. Au niveau de la réhabilitation, c'est également des chiffres similaires. Aujourd'hui, on a plus de 7500 km de route bitumée. En 2021, nous allons relancer tous nos chantiers pour couvrir l'ensemble du territoire, mais surtout donner les opportunités de créer des richesses dans toutes les régions. Le programme d'entretien routier va s'intensifier avec un programme orienté vers les zones de production. Cette visite de chantier, après le dernier conseil d'administration de l'AGEROUTE, au menu, budget et plan d'action 2021 avec en ligne de mire la qualité des infrastructures. Raison de cette visite d'encouragement à la première promotion des techniciens supérieurs spécialisés du Centre de formation en technique routière, une école de perfectionnement de l'AGEROUTE au sein de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Et la Covid-19 qui continue malheureusement de sévir en Côte d'Ivoire, il faut redoubler de vigilance. Et justement, sur le point de l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, ce samedi 12 décembre, la Côte d'Ivoire a enregistré 21 nouveaux cas de Covid-19, 27 guéris et 0 décès. Le pays compte 245 cas actifs. Depuis le début de la maladie en Côte d'Ivoire, l'on a enregistré 21 639 cas confirmés, 21 261 guéris et 133 décès. Voilà ce qu'il faut donc retenir sur l'évolution de cette maladie pour cette journée. On parle toujours de santé. Sachez que la célébration officielle de la Journée nationale des aides-soignantes a eu lieu ce samedi au plateau. Une occasion pour le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de saluer le travail accompli par les aides-soignants et auxiliaires, surtout en cette période de crise sanitaire marquée par la Covid-19. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'inspection générale du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a organisé un atelier de sensibilisation des membres du cabinet et responsables du dit ministère sur la pratique du contrôle interne et du management des risques. Objectif, veiller à la mise en œuvre de cet outil de gestion. Grace Kando nous en parle. L'implémentation du contrôle interne et du management des risques dans les services du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Un sujet au cœur d'une rencontre pour la mise en place et l'animation effective et réussie du contrôle interne, des recommandations sont faites. L'adoption des fiches de description de poste, la contractualisation intégrale et l'adoption d'un code d'éthique spécifique au ministère et sa mise en œuvre, et autant d'éléments qui vont permettre de favoriser l'atteinte des objectifs du ministère. Déjà, le ministère avait pris plusieurs dispositions pour mettre en place de bonnes pratiques qui vont faciliter justement l'exercice de ce contrôle. Nous savons que nous sommes en environnement fonction publique et que ce n'est pas toujours facile, mais maintenant le moment est de pouvoir s'engager ensemble à parfaire nos réactions, nos habitudes, nos pratiques et pouvoir rentrer de plein pied dans la modernité. L'initiative fait suite aux réformes engagées par l'État depuis 2014 dans le cadre du schéma directeur des finances publiques qui se décline en 7 axes, dont l'audit et le contrôle interne. Le contrôle interne dans l'administration publique présente 4 enjeux prioritaires que sont renforcer les dispositifs de contrôle interne et responsabiliser les gestionnaires, assurer la régularité, l'économie, l'efficacité et l'efficience des opérations des services publics, garantir la production et la publication d'une information publique de qualité à toutes les parties prenantes
Et enfin, professionnaliser, normaliser et harmoniser les pratiques de contrôle et d'audit internes et externes. L'inspection générale d'État a été instruite d'entreprendre la formation de tous les corps de contrôle dans l'administration publique. Une vingtaine de sociétés coopératives venues de divers horizons du pays au cabinet de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Ces représentantes de coopératives ont témoigné à Miss Belmondo Dogo l'impact significatif de la politique gouvernementale sur l'épanouissement des membres de leurs différentes structures. Les appuis du gouvernement ont entre autres permis aux femmes du secteur du vivrier de mettre sur le marché des produits transformés et innovants. La secrétaire d'État a quant à elle rassuré les coopératives du soutien sans cesse grandissant du gouvernement. Walter Amadou Ouattara. Ces représentantes de sociétés coopératives échangent dans une ambiance bon enfant avec la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Elles sont venues de différentes régions du pays afin de faire un point de leur activité. Pour ces femmes, grâce aux appuis du gouvernement, les avancées sont notables, même si des défis restent encore à relever. L'État, à travers le secrétariat d'État, nous a permis d'avoir le fonds Covid-19. C'est pour ça que nous sommes venus dire merci. Ce n'est pas une affaire de politique. On parle de notre travail. Il faut que les femmes soient accompagnées pour la mécanisation parce qu'elles sont fatiguées dans les champs, toujours en train de manier les dabas et les machettes. Il faut qu'en 2021, l'État pense à nous aider avec des machines performantes. Pour vendre dans ce phase, il y a beaucoup de normes. Il faut que l'État nous accompagne à analyser nos produits. C'est cher. Il faut que nos produits soient certifiés. Même si l'État peut faire chaque année au moins 2 produits certifiés, ça va nous aider. Agréablement touchée par la transformation de certains produits agricoles, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes annonce la construction progressive des maisons de la femme dans chaque région de la Côte d'Ivoire. La pâte d'arachide qu'elle transforme très bien. Vous avez l'huile de palme, vous avez l'huile de piment. Donc les femmes ivoiriennes ont un génie en elles. Et tout ce que nous faisons, c'est de mettre au grand jour ces génies-là. Nous l'avons dit que si nous avons pu faire tout ce que nous avons fait, c'est grâce au président de la République. Pour nous, il serait vain d'amener nos femmes à être autonomes, tout en sachant qu'elles ne savent ni lire ni écrire. Il faut amener la femme ivoirienne à apprendre à lire et écrire, amener la femme ivoirienne à comprendre la petite comptabilité. Donc la maison de la femme a en son sein une garderie qui permettra au moment de laisser les enfants en fin de vaquer aux occupations. Ensuite, pour les zones où le taux de violence basée sur les gens est élevé, nous aurons un espace où la femme battue pourrait se réfugier. Miss Belmondo Dogo exhorte également les coopératives de femmes à s'unir au sein d'une plateforme afin d'être plus fortes et efficaces. La rencontre a été marquée par une présentation des spécialités de chaque coopérative et une remise de présents. Ce samedi, dans la cour de la mairie de Divo, l'association des cadres du Centre pour le développement, avec à sa tête le ministre Amédée Kouakou, a rencontré les populations baoulées vivant dans la zone forestière. Le maintien de la paix et la dynamique de développement amorcée par le RHDP était au cœur de cette rencontre. Amédée Kouakou a une fois de plus sollicité le soutien des populations en faveur du RHDP dans la perspective des législatives à venir. Mahama Traoré. Depuis près de 3 ans, l'association des cadres du Centre pour le développement ACCD parcourt villages et hameaux baoulés en zone forestière pour porter le message de paix et de stabilité. Un travail qui semble avoir porté ses fruits, selon le constat fait par l'ACCD. La communauté baoulée vivant en zone forestière a fait preuve de civisme lors de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Dans la région de Deré du Bizo, tout est bien passé. Il n'y a pas eu de blocus, rien. Tout le monde est allé au vote. Massivement, les parents baoulés sont sortis. Nous sommes pour la paix, nous voulons avancer dans la paix, nous voulons perpétuer dans la paix. La manifestation tenue ce samedi dans la cour de la mairie de Divo en présence de plusieurs chefs coutumiers était donc un moment de reconnaissance. Reconnaissance de l'ACCD envers la communauté baoulée de la zone forestière pour avoir su préserver la paix et la cohésion sociale. Le ministre Amédée Kouakou et les membres de l'ACCD appellent à maintenir une telle dynamique dans la perspective des élections législatives à venir. Ce sont les représentants, la chefferie, les femmes, les jeunes de ces régions-là qui sont rassemblés ici pour dire félicitations au président de la République, pour dire merci au président de la République pour la grande confiance qu'il fait au peuple baoulé, pour dire aussi félicitations et remerciements au président de la République pour avoir su sauver la paix
dans cette période critique de l'évolution de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus. Le président Alassane Ouattara est aujourd'hui président de la République. Mais le combat n'est pas terminé. Le président ne peut exercer sa fonction que lorsqu'il a des députés. Nous devons, dans l'ensemble de nos régions, donner le pouvoir au président Alassane Ouattara en lui donnant le maximum de députés. Je peux compter sur vous. C'est ça le sens de notre rassemblement. Plus de 5000 personnes ont pris part à cette rencontre. Elles sont venues des 10 régions de la zone forestière que sont le Gor, le Lodjibois, la Nawa, le Haut-Sassandra, le Boclé, San Pedro, les Grands Ponts, le Cavali, le Guemont et le Tompi. Et le coordonnateur régional RHDP du Bafing, le ministre Moussa Sanogo, a lui rencontré les militants de cette région pour exprimer la gratitude du parti aux populations après le brillant plébiscite du président Alassane Ouattara au scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Accompagné de fils de la région, il a parcouru les départements de Ouaninou, Touba et Koro. Le compte-rendu avec Evboué. 93,24% de taux de participation et 98,28% des suffrages en faveur du président Alassane Ouattara. C'est le score fait par le Bafing lors du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. L'heure est donc au bilan et à la reconnaissance. C'est le sens de la tournée entreprise par le ministre Moussa Sanogo, coordonnateur régional RHDP du Bafing et directeur de campagne. En compagnie de cadres et élus de la région, il a sillonné les 3 chefs-lieux du département, à savoir Ouaninou, Touba et Koro. C'est d'abord une grande satisfaction d'abord de constater que les élections se sont passées ici plutôt dans le calme, que nonobstant les diverses communautés qui peuplent la région, il y a eu une entente parfaite et que cette entente-là perdu, aussi remercier aussi les populations pour les choix qui ont été portés, les suffrages qui ont été exprimés en faveur de notre candidat, le président Alassane Ouattara. Le ministre a saisi l'occasion pour annoncer aux populations que le développement initié par le président Alassane Ouattara va s'accroître dans tous les domaines. Le Bafing, comme d'ailleurs toute la Côte d'Ivoire, doit s'attendre à une accélération de tout ce que nous avons réalisé au cours de ces dernières années. Et ça, donc ça veut dire davantage le renforcement de la sécurité, davantage de routes, d'écoles, de châteaux d'eau. Ça veut dire aussi que nous travaillons au développement équilibré du territoire, à avoir une administration performante. C'est vraiment tout ça qui va constituer le travail du gouvernement pour les années à venir. Les habitants du Bafing promettent maintenir le climat de paix qui a toujours prévalu dans leur localité afin de bénéficier davantage des fruits de la croissance économique. Et les responsables du RHDP de Guibérois se sont mobilisés pour célébrer la victoire du chef de l'État Alassane Ouattara. Avec à leur tête Colette Pelot, elles ont tenu à réaffirmer leur soutien total au président de la République. Occasion également pour Colette Pelot d'inviter les populations à la paix et à la cohésion sociale. C'est ce que nous rapporte Konaté Moussa. Le département de Guibérois a enregistré 41% de taux de participation à l'élection présidentielle. Les populations se sont mobilisées le jour du vote pour porter leur choix sur le président Alassane Ouattara. Les responsables locaux du RHDP de Guibérois célèbrent donc la victoire du chef de l'État et félicitent les militants pour cette mobilisation. Au cours de ce mandat passé, Addo a démontré qu'il était véritablement un grand bâtisseur. Il a travaillé, il a beaucoup travaillé. Il a envoyé le développement dans beaucoup de régions. Réjouissons-nous donc de sa victoire et soyons fiers de ce que nous avons accompli. Colette Pelot a également invité les populations au vivre ensemble et les a assurés de l'engagement des autorités ivoiriennes à œuvrer pour le bien-être des populations de la région du Gor. Le Palais de la Culture de Trècheville a abrité la 8e édition du festival hip-hop Enjaillement. 8 candidats étaient en lice, déclaré vainqueur de l'épreuve l'artiste TH Le Baobab. Il a reçu la somme de 500 000 francs CFA et un billet d'avion pour aller représenter la Côte d'Ivoire, un festival de hip-hop à Bamako au Mali. Prévu ce mois de décembre, ce festival initié par Nash, artiste hip-hop, se donne pour objectif de détecter des talents dans le domaine du hip-hop. Issa Chonoyeo nous en parle.
Palais de la culture de Tincheville, 8e édition du festival hip-hop, Enjaillement. TH Le Baobab sort lauréat du concours après avoir séduit le jury par sa présence scénique, la vivacité de ses textes et la puissance de ses messages. L'avenir d'une nation repose sur la jeunesse. Nous devons à nos enfants une vie de paix sans violence, être éduqués, remplis d'amour et d'affection à nos parents. J'ai mis tout dans la main de Dieu, c'était difficile. En 8e de finale, être premier, quart de finale, aller jusqu'à 8e, demi-finale, devenir 2e et puis la finale encore devenir premier. Avec ses conseils, c'est déjà bon. Initié par Nash, le festival hip-hop Enjaillement permet aux jeunes talents de montrer leur savoir-faire dans ce style musical. Selon l'initiatrice, le festival est une alternative pour ces jeunes de fuir l'oisiveté. Les objectifs, c'est déjà avoir une plateforme pour le hip-hop, donner de la voix aux jeunes, permettre à ces jeunes-là de s'épanouir à travers le festival et de s'exprimer. Quand les gens ne sont pas occupés, quand les jeunes ne font rien, ils sont là comme ça, ils sont obligés de faire n'importe quoi. Ils vont se donner à n'importe quoi. Donc, il faut les occuper, mais sainement. Le lauréat de cette 8e édition, en plus des 500 000 francs CFA reçus des organisateurs, bénéficiera d'un billet d'avion pour aller représenter la Côte d'Ivoire à un festival hip-hop au Mali. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.